Bonjour à tous et bienvenue dans le Weeblycast, le podcast qui accompagne votre visionnage de la série classique Doctor Who. Je suis Nopoman. Je suis l'Aigle. Je suis l'O3. Je suis Antartix. Et je suis Formaguette. Et ceci est le Weeblycast numéro 19, l'épouvantement des automnes. Durant cet épisode, nous allons revenir sur la première histoire de la saison 8 de la série classique Doctor Who, Terror of the Autumns. Bien évidemment, nous reviendrons plusieurs fois sur l'intrigue de l'épisode durant le podcast, donc attention aux spoilers. Au programme de ce mois-ci, nous avons le résumé de l'O3, comme d'habitude, je vous parlerai de l'équipe de production. Le dossier sera sur Némésis et le Maître, la partie 1 sur 5, puisque nous allons revenir plusieurs fois là-dessus. Quelques anecdotes de la part Antartix, les paramédias, le Maître, encore une fois une partie 1 sur 5. Ce qui concerne sa présence avant Terror of the Autumns. Et enfin, nous discuterons tous de l'histoire et nous donnerons notre note. N'oubliez pas que si vous voulez également échanger avec nous et peut-être participer à ce podcast, vous pouvez nous rejoindre, tout comme Formaguette, sur le chat Discord de la team. Sans plus attendre, vérifions si le plastique, c'est fantastique. Ça y est, l'arbitre Nopo a donné le coup de sifflet final à cette rencontre. Et c'est le coup de sifflet final qui met fin à cette nouvelle tentative d'invasion. Tout à fait, Thierry, c'est un magnifique match d'invasion qui prend fin. Une invasion retour qui se solde par le même score que l'invasion aller. Défaite totale pour les Nastines. Parfaitement, Marc, nous venons de vivre ici un moment historique. Nous passons donc la main à nos collègues en studio après cette page de pub. Et vous, oui vous, vous avez une famille? Vous avez envie d'organiser une sortie culturelle entre amis? Eh bien, nous vous attendons au Musée Unit. Musée Unit, vous trouverez tous les artefacts exposés qui ont été retrouvés lors des missions d'Unit. Viens voir les Martiens, viens voir les Yétis tibétains, viens voir les ambassadeurs martiens, viens voir l'armée Nastine, viens voir ce qui contrôle le plastique. Attention, le Musée Unit demande de ne pas voler les dispositifs exposés en vitrine. Ouvert du lundi au mardi, nous vous attendons. Poum! Vous avez adoré sauver le monde avec Barbie Unit, mais maintenant vous voulez conquérir le monde? Eh bien, Barbie Master a une poupée pour vous. Pour tous ceux qui ont soif de conquête, Barbie Master est fier de vous présenter la poupée Le Maître. Avec la poupée Le Maître, contrôle les Nastines et attaque le monde. Vous voulez étouffer vos ennemis avec un câble de téléphone? Rien de plus simple, utilisez le Maître réparateur téléphonique. Après ta journée de conquête, repose-toi devant un spectacle de cirque avec le Tardis Caravane de cirque. Tu veux blâmer un de tes amis pour tes méfaits? Rien de plus simple, utilise la fabrique de masques du Master. Et combat le Docteur dans des combats épiques. Attention, le Docteur est vendu séparément. Poupée Le Maître, you will buy it. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Cette nouvelle émission Télé-Invasion. La fameuse invasion retour vient de se terminer. Et tout de suite, un retour en studio pour une analyse de match. Cela faisait 1 an qu'ils attendaient leur vengeance. Mais malheureusement, l'équipe Nastine n'a pas réussi à battre l'équipe terrienne. Tout de suite, une réaction des supporters. Nous sommes les terriens, nous sommes les terriens, nous sommes les terriens. Qui ne tire pas n'est pas unit. Qui ne tire pas n'est pas unit. Des réactions bien sobres en définitive. Alors, évidemment, une différence notable avec la dernière invasion, c'est le remplacement de l'entraîneur Nastine. Ce nouvel entraîneur a vraiment une capacité étrange. Ancien gérant de cirque qui maîtrise son sujet et qui a su apporter de nouvelles techniques à l'arsenal Nastine. Mais cela n'a pas suffi. Pourtant, en face, on avait retrouvé la même équipe terrienne que les années précédentes, avec d'abord le Docteur, le gardien de cette équipe, capable d'arrêter une invasion à lui tout seul. On comprend mal pourquoi ce joueur ne participe pas à des invasions galactiques, vu son niveau. Il semble qu'il aurait été contraint de jouer sur Terre par ses managers, contraint et forcé,
par un type en chapeau melon et sans bottes de cuir, mais qui est capable de voler librement dans les airs. Le brigadier était bien sûr toujours présent, véritable capitaine de l'équipe et cœur de l'attaque, toujours soutenu par ses alliés droit et gauche, Yates et Benton. À eux trois, ils forment le triangle de feu de l'attaque terrienne, puisqu'ils font feu de tout bois et font feu sur tout ce qui bouge. Et bien sûr, toujours présente au centre, on retrouve Joe, nouvelle venue dans cette équipe, et déjà on chante ses louanges. Personne ne passe comme elle, a déclaré ses coéquipiers. Et c'est vrai, jamais on a vu une femme passer les tasses de thé aussi bien. Elle a tout donné dans cette invasion, allant jusqu'à se briser la cheville durant l'invasion. Ce sont évidemment des choses qui arrivent, surtout quand on se laisse subjuguer par l'entraîneur adverse. On aurait dit qu'il lui avait jeté un sort, qu'il la contrôlait comme hypnotisé par lui, à tel point que durant l'invasion, le docteur a dû l'empêcher de faire exploser une bombe contre son propre camp. Et ce n'est là que l'un des nombreux sales coups de cet entraîneur. Et cet entraîneur, justement, parlons-en. Le maître sera le sujet de notre débat. Dans ce débat, le maître, véritable maîtrise, ou n'a-t-il de maître que le nom? Pour trancher cette question, je reçois monsieur Marcel Hêtre, qui préfère être appelé par l'initiale de son prénom suivi de son nom de famille. Donc, monsieur Maître, bonjour. You will obey me. Pardon, je vais dire bonjour le 3. Alors, monsieur Maître, pouvez-vous nous dire quelle nouvelle impulsion cet entraîneur a-t-il donné à l'équipe Nastine? Déjà, ils ont changé de plan d'invasion. Cette fois, ils ont fabriqué des fauteuils carnivores, des câbles téléphoniques tueurs, et en plus, des poupées plastiques assassines. Et bien sûr, nous avons distribué des fleurs en plastique qui vous étouffent sur commande. Ce qui nous a permis de nous introduire dans tous les foyers anglais. Notre objectif, tuer plus de 400 000 habitants de ce pays. Des fleurs en plastique, non mais sérieusement, pourquoi pas des poubelles en plastique tant qu'on y est? Allons, ne soyez pas ridicules. Pourquoi est-ce que vous prenez note alors? Tout ça pour dire, cher Lot 3, que le maître s'était parfaitement préparé à la stratégie de l'équipe adverse. En effet, quand on affronte une hit, on sait qu'il tire d'abord, tire ensuite et tire encore après. C'est pour ça que nous avons construit des automnes par balle. Mais enfin, monsieur maître, les Nastines ont été battus quand même. En effet, il faut avouer qu'on ne s'attendait pas à trouver de tels soldats dans l'équipe adverse. Rendez-vous compte, ces chers Lot 3. Certains d'entre eux étaient capables de fabriquer du chocolat chaud à partir de tubes à essai et de bec benzène. Non mais on ne peut pas gagner contre une équipe de soldats pareils. Surtout que ces types ont été jusqu'à lancer des bombardements aériens sur les pauvres autones qui n'avaient rien demandé à personne. Et en plus, et là le comble de tout, on n'avait plus aucune chance, on les a affrontés sur leur terrain. Et oui, un combat à mort avec Unit sur une carrière abandonnée. Le soldat Unit est le plus à son avantage sur ce terrain-là, on n'avait aucune chance, c'était couru d'avance. Donc, vous voulez dire qu'en fait, c'était là la plus grosse erreur de l'équipe Nastine, l'erreur de cet entraîneur? Mais non, pas du tout, pitoyable humain. Pardon, je veux dire... la défaite Nastine s'explique tout simplement. Beaucoup plus simplement que cela. Figurez-vous que leur entraîneur les a trahis. Voyez-vous, le docteur et le maître se sont mis à discuter ensemble juste avant la fin du match. Et je vais vous rapporter cette conversation étrange. Juste avant la fin du match, le maître criait déjà victoire dans son banc. « Ha ha ha, j'ai gagné, docteur, les autones vont conquérir la Terre, et je dirigerai à leur côté, ha 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 !» Et là, le docteur est venu le voir et lui a dit « Dis-moi, tu sais que si tu fais ça, ils vont te tuer aussi, hein ?» Bon, ben, le maître, après moins d'une seconde de réflexion, déclara « T'as raison, non, je vais arrêter cette folie, après tout. Non, mais il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Docteur, tu peux inverser la polarité, s'il te plaît ?» Et le docteur l'a fait. Mais car personne ne peut désobéir au maître, c'est bien connu. Puis le maître s'est enfui et le docteur cria « C'est lui, tuez-le !» Et puis non, en fait, c'était un autre homme avec un masque du maître. Du coup, le docteur a crié le poing vers le ciel « Je te maudis, Fantomas !» Je veux dire, le maître. Alors, le maître, observant la scène de loin, certainement avec un chat sur ses genoux, le poing levé vers le ciel, déclara « Mais un peu tard, je t'aurai la prochaine fois, docteur. La prochaine fois. »
Eh bien, monsieur et maître, tout ça nous donne une bonne indication, mais j'aimerais juste terminer cette émission en donnant un petit conseil au maître, hein, tout simplement. La prochaine fois que vous avez l'intention de vous allier avec une race extraterrestre, les Daleks, les Cybermen ou qui que ce soit d'autre, pensez à passer un petit coup de fil au docteur d'abord, hein, juste pour savoir s'ils tiennent leurs promesses ou pas. Non, mais je dis ça évitera peut-être des centaines de morts, hein, vous savez. C'est donc ainsi que se termine cette émission. Monsieur et maître, pourquoi me pointez-vous avec un objet en plastique monsieur... monsieur et maître, à vous, Nopo. Bravo. Merci beaucoup, l'O3, pour ce résumé. Fantastique, comme d'habitude. Bien mieux que le plastique. Je vais donc vous parler de l'équipe de production. Le scénariste de cet épisode est Robert Holmes. On a déjà parlé de lui, puisqu'il a été le scénariste de Crotons et de Space Pirates, ainsi que Spearhead from Space. Donc c'est lui qui, donc, à l'origine de la première apparition des Autons, c'est lui qui s'occupera de leur retour. On parle de lui dans l'épisode... C'est donc en toute logique qu'on lui a demandé de faire la suite. Ouais. Mais oui. Faudrait voir si les personnes qui ont fait scénariser la première apparition de tous les... C'est intéressant, ça. Devoir de vacances. Ouais, tout à fait. Bah en vrai si, parce que tu sais, il y a le créateur des Daleks qui revenait pour les suites, il y a le créateur des Cybermen qui créait pour les suites, on faisait revenir le créateur des Yeti, donc en fait, oui, je crois qu'on engage vraiment quelqu'un. Oui, mais c'est parce qu'ils avaient... Ça, c'est tout simplement un problème légal. Ils avaient les droits sur les créatures, en fait. Voilà. C'était comme ça avant, mais est-ce que ça a toujours été le cas? Je ne sais pas. Oh, je pense pas. Après, je sais que La BBC, c'est très même vite dans la rendu compte news, que c'était une bêtise, donc elle a changé les contrats, faut pas déconner. Ok. Réalisateur, Barry Letts, c'est lui qui a réalisé... Oui, donc juste revenir sur Robert Holmes, si vous voulez en savoir plus, écoutez donc le Weeklycast numéro 11 sur les Crotons. Barry Letts, c'est lui qui a réalisé Enemy of the World et Inferno. C'est lui qui a réalisé, mais il était non crédité pour l'épisode 3 à 7. Si je me rappelle bien, on en avait parlé, le réalisateur avait fait une attaque sur le plateau, quelque chose comme ça. Enfin, le précédent. Ah, c'est possible. Donc, deux excellentes histoires. Jamais 203, nous en parlerons à la fin de ce podcast. Donc, Weeblycast numéro 4, Enemy of the World, si vous voulez en savoir plus sur Barry Letts. Maintenant, rentrons un peu dans le casting. Évidemment, cette fois-ci, on a pas mal de personnages qui sont importants et qu'on voit apparaître pour la première fois. Je vais commencer par parler du maître, joué par Roger Delgado. De son vrai nom, attention les yeux, César Marius Bernard de Delgado Torres Castillo de Roberto. Wow. À tes souhaits. Oui, C'est tout? Ou il y en a c'est à peu encore? près tout. Non, je trouve que ça Non, s'arrête mais il y en a là, à peu encore, mais apparemment, il te l'a mis quand même. Hein. Non, mais moi ça me rappelle un peu les noms de Dumbledore. Vous savez, il en a Exact. 15. Il est né à Londres, son père est espagnol et sa mère est française. Tintin, cocorico, encore un. Eh oui. Il a joué le méchant dans plusieurs séries importantes, Chapeau melon botte de cuir, Le Saint, Maigret la version BBC. Et pour le grand écran, il a participé à plusieurs films de la Hammer, donc Les Étrangleurs de Bombay, L'Empreinte du Dragon Rouge et Dans les griffes de la momie. On voit bien que de toute façon il avait un peu la tête de ce genre de production. Il est apparu dans une pièce radiophonique notable qui s'appelle The Slide, je pense qu'on en a déjà parlé, elle a été écrite par Victor Pemberton, et The Slide, c'est ce qui a été adapté plus tard pour Doctor Who sous le nom de Fury from the Deep. Crossover. Ah d'accord, ok. Malheureusement, il est décédé dans un accident en Turquie lors du tournage de son premier rôle comique dans une série franco-allemande qui s'appelle La Cloche tibétaine, qui est également l'un des premiers rôles de Coluche. Voilà, je pense que là, le crossover C'est improbable. assez incroyable. Roger Delgado Coluche. Ouais. Et les destins sont croisés. Mais un truc, moi, que je remarque, c'est maintenant que tu dis que son père est espagnol et sa mère est française. Moi, j'avais remarqué quelque chose. Je pensais qu'il était d'origine britannique et donc que son accent avait été britannique depuis l'enfance. J'avais remarqué qu'il prononçait les R après les voyelles, ce qui est quelque chose d'assez minoritaire dans un accent britannique. Par contre, assez majoritaire dans un accent US. Et donc, du coup, de savoir qu'il a un père espagnol et une mère française, ça implique que très certainement, il a peut-être appris l'anglais quand il était petit, mais il a peut-être pas en fait. Donc du coup, finalement, son accent est peut-être un mélange, il a peut-être appris ailleurs, et donc du coup,
bah en fait ça apporte encore plus d'explications sur pourquoi est-ce que Roger Delgado a cet accent-là, pourquoi est-ce qu'il prononce... Au niveau de l'accent, ce que j'ai pu lire, je crois, attendez, là par contre, grosse pincette, c'est qu'il avait un accent, il est né à Whitechapel, Mhm. et je crois qu'il a un accent qui est assez typique de ce quartier-là. D'accord. Ah oui, non, c'est Mais, vrai qu'il est né à Londres. Bah vérifier. non, c'est vrai, il l'a appris dès qu'il est petit, du coup. Il Ouais, parlait 3 a langues, priori, du coup, très certainement, de manière maternelle. apparemment. Bah, je sais pas dans quelle langue il a joué dans la cloche tibétaine. Hmm. Après, je sais pas s'il a vraiment son rôle a été gardé à la fin, parce que sur IMDb, je crois qu'il est même pas sur la fiche, donc je pense qu'il est mort avant le. Ouais, il est mort pendant le tournage, ça, c'est sûr. Ensuite, Joe Grant, qui est joué par Katy Manning. Bon, on va crever l'abcès tout de suite. Katy Manning est connue pour avoir fait un peu de bruit avec des photos de nus avec un Dalek en 77 pour Girls Illustrated, mais elle a quand même fait d'autres choses dans sa vie. Elle a participé à plusieurs Big Finish. Alors attention, ça va être votre moment à vous, Antarctique et l'aigle. En particulier The Companion Chronicles. Elle a entre autres doublé le Tout à fait. 3e Docteur dans Ghost in the Machine. Ça vous dit quelque chose, ça? Ouais. Alors, j'ai pas écouté l'audio, mais c'est-à-dire que The Companion Chronicles, oui, c'est-à-dire qu'en clair, c'est pas un full cast, donc on ne reprend pas tout le monde en termes de casting. Donc oui, évidemment, du coup, elle a pris, elle a fait la voix du 3e Docteur, ça m'étonne pas. Mais je crois que l'histoire du fait qu'elle jouait dans le 3e Docteur, c'est parce qu'il y a des inversions de corps. C'est bien ça, Antarctique? Comment? J'ai pas entendu Ah, la mais c'est question. trop bien excuse-moi. ça. Elle a inversé, c'est le Joe et le Docteur qui changent de corps, en fait, qui intervertissent Ça me leur dit un corps. truc. Hein. Elle a aussi participé à plusieurs short trips et elle a doublé Magistrix Borussia dans l'histoire Annihilation de la série Gallifrey. Un commentaire? Ah non, moi j'adore Gallifrey. Alors enfin. ça, Gassiel Gallifrey, c'est plutôt pour Antarctique. Bah, ça fait partie de ce que j'ai pas écouté de Gallifrey. Par contre, elle est surtout connue, Katy Manning, pour jouer un autre personnage, je sais pas si t'en parles, Iris Wildtime, Bah, est-ce que attends, ça te alors. dit quelque chose? Hein? Elle n'est pas dans ma liste. Alors, elle joue un espèce de Time Lord qui s'appelle Iris, et son TARDIS, c'est un espèce de bus magique. Et il y a eu quelques crossovers entre Joe et Iris, justement. Et Iris, c'est un personnage qui revient souvent dire bonjour au docteur. D'accord. L'idée dans le lore, c'est juste qu'elle a rencontré Joe, qu'elle a beaucoup aimé son physique et qu'elle s'est dit bon bah je vais me régénérer en elle, voilà. Un truc comme ça, je crois. Ah bah bravo. Vive l'intimité. Ok. Bah dis donc, il y a que les fans de Time Lord qui choisissent le corps et l'apparence suivant le physique. Apparemment. Ils sont Bah, pas écoute, superficiels, femme et homme, ok. ça a l'air d'être une notion un peu floue chez les Time Lords. Non, non, Oui, c'est sûr, mais Non, mais ce qui a plu, c'est bien sûr l'âme de Joe, c'est pas du tout son corps. Arrêtez de Oui, dire non, n'importe c'est quoi. c'est la beauté intérieure. oui, parce que sinon elle aurait choisi Perry pour le corps. Oui, c'est ça. Perry qui a aussi échangé son corps avec le 6e Docteur. Enfin bref, fin de la partie. Bon. Bref. Bah, ils ont fusionné en quelque sorte. Hein. Non, c'est pas ça que je disais. Donc, revenons à Katy Manning. Elle retrouve aussi dans The Mega, un audio qui fait partie des Lost Stories. Est-ce que là vous avez quelque chose à dire? L'autre aussi, du coup, je Non m'excuse, plus. je l'ai pas inclus dans Non, les c'est pas grave. spécialités. Bah, Lost Stories, du coup, oui, c'est-à-dire que c'est un épisode de l'ère du 3e Docteur qui n'a pas été fait et qu'ils ont adapté en audio, quoi. Voilà, bon. On la retrouve en 2015 dans l'audio The Defectors avec le 6e Docteur et dans The Third Doctor Adventures avec le 3e Docteur, bien joué, doublé par Tim Treloar. Eh oui, Tréoloar, donc Tréoloar, oui, je vais en parler dans le prochain podcast, puisque je vais avoir un podcast destiné au 3e Docteur et à John Pertwee, donc évidemment je parlerai de tout ça. Et en tant qu'actrice, on la retrouve dans son rôle dans deux histoires télévisuelles, je sais pas comment on peut vraiment les classifier. Bon, on a évidemment l'épisode de The Sergeant Adventures, Death of the Doctor, et en 2013, dans l'histoire des 50 ans, The Five-ish Doctors Reboot, qui regroupait les docteurs qui n'étaient pas dans l'épisode des 50 ans. C'est-à-dire il y avait lesquels? Il y avait le 6e, 7e Il y a 5e, Cinquième. 6e, 7e, 8e, et Steven Moffat. et Steven Moffat. Et Russell T. Davies. Et Russell T. Davies. Mais est-ce que Mark Gatiss était dedans? J'avais voulu faire la blague, je voulais voir si t'avais la faire. C'est bon. Non, Non, parce y a que pas Marc Marc. Gatiss, il a réalisé un truc pour le 50e anniversaire. vrai, Il avait bah pas que ouais, ça à pas. faire. Donc 19 minutes, point Gatiss atteint. Alors, Et par toi. on a le Captain Mike Yates, joué par Richard Franklin. Donc c'est la première apparition du Captain Yates qui aura une importance, qui sera très importante ensuite. Donc il est capitaine, il est au-dessus du sergent Benton. Il reviendra très fréquemment. Il a eu une brève carrière politique, alors ça j'étais étonné, en tant que membre du Referendum Party qui s'opposait à l'entrée du Royaume-Uni dans l'UE.
puis dans un autre parti qui s'appelle le Silent Majority Party. Donc il a surpris pas mal des fans de Doctor Who pour des vues politiques assez conservatrices. Voilà. C'est marrant parce alors, que je leur parlais de ça. Non, il faisait partie de l'ère du troisième Docteur. Ok. Il joue un ingénieur dans Rogue One en 2016, le spin-off de Star Wars. C'est ouf ça. Ça c'est assez ouf. Et il participe aussi à des audios de Audiogo. Alors Audiogo, si j'ai bien compris, c'était la BBC qui a acheté une entreprise d'audio. Enfin, c'est pas la Big Finish, quoi. Oui, tout à fait, c'est autre chose. Donc les Audiogo, c'est Hornet's Nest et Demon Quest. Et dans différents Big Finish, il est le cousin d'une certaine Emma Campbell-Jones, qui est le Dr. Kent dans Wedding of the River Song. The Wedding of River Song, donc je crois que c'est un des docteurs qui dans la pyramide. Et cette même Emma Campbell-Jones joue Cass dans The Night of the Doctor. Ah là, ça me parle plus. Le nom de l'actrice me dit quelque chose, je pense que je l'ai dû la voir aussi dans d'autres films. Bah, du coup, en tactique, tu vois qui est Cass dans The Night of the Doctor. Ah oui, ça, tout à fait. moi je vois aussi. Le personnage est assez majeur, donc c'est dur de l'oublier. Ah, parce qu'on le retrouve dans les audios? Non, mais elle est super importante dans l'épisode. Hein. Ah oui, bien sûr, mais on la voit 30 secondes. Ouais, mais enfin, elle est quand même centrale, quoi. Bah moi, 60 fois Tout de suite, ça fait plus. Ok. On a, dans le casting, on a aussi Rex Farrell. Donc Rex Farrell, c'est le fils du PDG de la boîte de plastique, joué par Michael Wisher. C'est le premier acteur qui a joué un personnage qui est très important, qu'on verra plus tard dans la série. Donc je ne vais pas vous dévoiler qui c'est. Ah mais oui, je me disais bien que On ça a me déjà disait parlé. quelque chose. Pas de spoil. Non. On a déjà parlé. Ouais, je crois, on l'a déjà un peu teasé Ouais. dans un autre podcast, puisqu'il D'accord. a déjà Il me joué disait que ça me dans disait un Dans- truc, il a déjà joué dans The Ambassador of Death, il joue le journaliste à barbe. Voilà. Et je l'avais Voilà. remarqué, je me disais, putain, mais sa voix, sa tête, elle me dit un truc et tout. Il faut savoir que j'ai traduit les 2 épisodes et j'étais là, non, mais ce mec, il me dit un truc et tout. Et puis je suis allé sur Wikipédia, je fais, mais oui! Bien sûr. Epiphany. Et il est le père de Andrew Wisher, qui est un acteur de Big Finish. Bon, je ne vais pas plus creuser que ça. McDermott, c'est celui qui se fait absorber par la chaise, ou étouffé par la chaise. Il est joué par Harry Taube, ce qu'on retrouve dans The Seed of Death, qui est Harry Osgood. C'est celui qui tient tête aux Ice Warriors, qui se fait téléporter, qui après se fait désintégrer. On a le Time Lord à la fin de l'histoire, qui est joué par David Garth, qui a déjà apparu dans The Highlanders, dans le rôle de Grey, un envoyé du gouvernement britannique. Évidemment, si c'est dans Highlanders, personne ne voit qui c'est. Et il était marié à Geraldine Newman, qui a participé à plusieurs Big Finish. D'accord. On continue. Le professeur Phillips, scientifique du radiotélescope, joué par Christopher Burgess. On retrouve dans plusieurs histoires dirigées par Barry Letts. On l'a vu dans Enemy of the World, en tant que Swan. C'est le dirigeant de la communauté souterraine. Est-ce que vous vous rappelez de ce subplot où il y a des gens qui vivent sous terre? Et ben c'est lui Tout le à chef. fait, oui, non, si. Maintenant ça me dit quelque chose. Et il apparaît dans chaque épisode dans lequel il apparaît avec un certain Andrew Strains, qui est donc évidemment il apparaît dans les histoires dirigées par Barry Letts, parce que tout simplement c'est le neveu de Barry Letts. D'accord. Et dans Animal of the World, il joue un militaire. Et il joue qui dans Terror of the Ottons? Un technicien. J'ai juste marqué un technicien. Donc je pense que c'est aussi un mec de radiotélescope. Ce serait pas Googe? Si, Parce que je crois me souvenir que c'est celui qui se fait ratisser. C'est Googe. C'est marqué Googe. sur le papier. Et donc du coup, ils se parlent en fait, ils ont des dialogues entre eux. Je ne sais pas s'il y avait une histoire entre eux deux. Je n'en sais pas plus que ça. Bah en fait, il y en a un qui est le directeur et l'autre tu lui donnes une mission, un travail. Vraie personne, pas personnage. Ah oui, non, ça je sais. Alors, on a Dave Carter qui joue une personne présente dans un musée. Donc, j'ai juste noté parce qu'il était crédité dans Doctor Who and the Silurians, et dans Inferno, il joue un Primord. Et dans Doctor Who and the Silurians, il joue le vieux Silurien. Et en tant que non crédité, il joue dans Power of the Daleks, Invasion et Doctor Who and the Silurians aussi en tant qu'ambulancier. Ok, c'est dans la liste des figurants. Ouais, Il fait beaucoup de exactement. figurations, ouais. Ok. Dans la liste des seconds rôles, on va dire, on a l'homme fort, qui est Roy Stewart, qu'on a évidemment vu en tant que Toberman dans The Tomb of the Cyberman. Et Ah bah c'était les mêmes, forcément. voilà, même rôle muet, archétypal. Et un Sarrazin dans The Crusade. Norman Stiley joue un opérateur de téléphone. C'est le déguisement du maître. Et c'est la première et seule fois que le déguisement est joué par un autre acteur. Tous les autres fois, en fait, ce sera Delgado sous un masque.
ou une autre personne sous un masque. En l'occurrence, c'est la première fois qu'on a un acteur qui joue le maître. Le maître, Donc, mais techniquement, sous déguisement en fait. Sous déguisement, mais techniquement, en fait, c'est le premier acteur qui joue le maître. Ah, ah. Ah non, Roger Delgado était déjà apparu avant. Dans l'histoire, on Ouais, voit tout avant à son fait. déguisement. Ouais, j'en suis sûr. Ah, ok, donc ça va alors. Terry Walsh qui joue un des deux policiers Houghton, chorégraphe de combat, cascadeur, doubleur pour John Pertwee et Tom Baker. Mhm. Il est figurant dans énormément d'épisodes et il y a une petite anecdote concernant Tom Baker, mais je pense que j'en reviendrai plus tard à propos de ça. Et enfin Pat Gorman, un nom que vous avez sûrement déjà entendu dans ce podcast. Il joue un des leaders Houghton, c'est un acteur très prolifique et on en parle dans l'épisode 10 de Weeblycast sur The Invasion. Donc ça fait une toute petite liste de costumes. Cool, Petite, bien, là. Modeste. Ça va. Je sens que je vais adorer pendant le montage. Et là, on est bien. En parlant de toi, l'aigle, vas-y. De quoi tu veux nous parler aujourd'hui dans ton dossier? Eh ben aujourd'hui, c'est un assez grand jour pour le Weeblycast parce qu'on peut enfin parler pour la toute première fois, sans spoiler, du personnage cultissime du maître. Le maître peut être considéré comme étant le némésis du docteur, donc c'est ça que voulait dire de pas mal en fait quand il disait némésis, c'est pas le nom d'un personnage qui s'appelle némésis. Et là, je dois admettre quelque chose, j'ai essayé de trouver une définition exacte de ce que j'ai toujours appelé un némésis, pour finalement avoir du mal à la trouver, en fait. Je suis pas le seul à parler de ça, c'est un concept dont j'ai connaissance depuis pas mal d'années, donc j'invente rien, j'ai fait des Non, mais recherches. ça vient de l'Égypte ancienne, c'est le nom de la déesse de la vengeance. Et bah, attends, j'ai fait des recherches. Merci J'ai du d'ailleurs un peu spoil. appris sur les origines du mot et je me suis dit que finalement, il serait peut-être bien d'expliquer brièvement pour ceux qui ne savent pas quel est ce concept. Donc brièvement, parce que j'aimerais vous parler d'autre chose, je vais d'abord parler de mes recherches là-dessus et ensuite j'essaierai d'expliquer la définition que j'ai toujours attribuée au mot némésis. Comme ça, vous comprendrez ce que je veux dire quand je dis le maître et le némésis du docteur. Donc il se trouve que le nom némésis renvoie à une déesse grecque dans la mythologie grecque, c'est aussi un concept, celle de la juste colère des dieux et des châtiments divins. Un programme très sympathique. Le mot némésis, à l'origine, signifiait qui dispense la fortune, ni bonne ni mauvaise, simplement dans la proportion due à chacun selon ses mérites. Puis le ressentiment provoqué par n'importe quelle perturbation de cette proportion. La némésis est parfois représentée avec la fameuse roue de la fortune, aujourd'hui détenue par Franck Ribéry, après une longue détention par Christophe de Chavannes. Le mot signifie donc répartir équitablement, distribuer ce qui est dû. Elle s'attaque surtout aux humains, coupables de mégalomanie et de démesure. Ce chef d'accusation, on l'appelle dans la mythologie grecque, dans la religion de la culture grecque, l'hubris. Par exemple, elle châtie ceux qui vivent un excès de bonheur chez les mortels ou l'orgueil excessif chez les rois. Donc comme vous le comprenez, il y a une idée d'équilibre là-dessous. Pour quelque chose qui est excessivement positif ou négatif, on équilibre avec son inverse. Et c'est par ce lien que je retrouve l'idée de ce qui donnera la définition que j'ai toujours utilisée pour décrire un némésis. Dans la culture comics, et selon moi, un némésis est un personnage en très grande opposition avec le héros, mais avec cependant des similitudes très fortes. Batman représente l'ordre, le sérieux, les valeurs morales et les lois, le Joker représente le chaos, l'humour, le non-respect de n'importe quelle règle. Ils sont tous les deux extrêmement intelligents, bons combattants, résistants, et beaucoup d'histoires décrivent leurs origines respectives, comme une réaction commune à la police corrompue ou à la société, quand elle ne décrit pas carrément que c'est Batman lui-même qui s'est auto-créé son ennemi, on y reviendra. Sherlock et Moriarty sont deux aides d'une intelligence redoutable et extrêmement bons combattants, opposés par leurs combats respectifs, l'un travaillant pour la police, l'autre étant le chef d'une organisation criminelle. Thor et Loki sont deux frères, dieux d'Asgard, opposés par leur personnalité, etc., etc., etc. Le Docteur et le Maître sont deux seigneurs du temps de la planète Gallifrey, anciens amis, ou plus ou moins encore amis. Une théorie très forte a longtemps considéré qu'ils étaient carrément frères, ou au moins demi-frères. Ça ne sort pas de nulle part, puisque ce fut les plans de la BBC pendant un temps. Ils sont deux voyageurs temporels, deux renégats, et sont pourtant opposés par leur personnalité, protectrice chez l'un et destructrice chez l'autre. Ça, c'était la description de l'idée de némésis que j'ai toujours employée. Et en effet, on retrouve une idée d'équilibre là-dessous, un petit peu comme si lorsqu'il y a un personnage avec un effet fortement positif ou négatif, un ennemi extrêmement opposé, mais avec toutefois des similitudes, apparaissait. Ah, qu'est-ce que je disais déjà? Batman a dans certaines histoires créé le Joker. Et dans d'autres, c'est le Joker qui a créé Batman. Vous voyez, il y a un peu ce lien-là. Dans certaines histoires, Spider-Man a créé Venom, que ce soit par la rancœur d'Eddie Brock ou par la frustration du symbiote.
Loki s'est toujours sorti en compétition par rapport à son frère dans certaines histoires. Et dans certaines adaptations, Lex Luthor agit de manière machiavélique en réaction à l'existence même de Superman. Dans l'idée de Némésis, il y a l'idée d'équilibre par l'opposition. Mais l'idée de similitude permet de créer une frontière malsaine entre les personnages, de se demander ce qui les différencie vraiment. Cela permet de créer plus facilement une inversion des valeurs, de se demander qui est qui. Bref, ceci explique une chose, qu'est-ce que l'on peut bien vouloir dire parfois quand on parle de Némésis. Voilà. L'idée de Némésis est aussi similaire à l'idée d'arc ennemi, mais c'est donc ennemi d'un arc narratif presque. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Un arc ennemi, c'est tout simplement un méchant principal. On pourrait parler des Daleks par exemple. Je crois, après avoir compté, que le Docteur a rencontré environ 25 fois les Daleks dans la série, contre une trentaine de fois le Maître. A noter aussi que la nouvelle série adore développer l'idée que le Docteur est pas si différent d'un Dalek, toujours pour revenir sur l'idée d'un Némésis. Bon, donc du coup, comme je l'ai expliqué, le Maître serait clairement celui du Docteur. À savoir que la production a essayé d'en faire un Moriarty, à l'image d'un Docteur en Sherlock. À la manière de Moriarty, on apprend que le Maître a mieux réussi ses études que le Docteur, il serait plus studieux, il serait plus intelligent. Bon, en ce qui concerne les caractéristiques du Maître, j'en ai développé les principales pendant que je parlais du principe de Némésis, donc avançons un petit peu. Parlons du Maître dans la série et de ce qu'il a vécu avant Terror of the Outons. La plupart de son histoire va se faire en paramédia, donc on a presque fini avec le dossier. Dans la nouvelle série déjà, même s'il ne s'agit pas du passé du Maître, il est joué par, dans l'ordre, Derek Jacobi, dont le personnage fuira la guerre, se transformera en humain et se cachera à la fin de l'univers. Le choix de l'acteur n'est pas anodin, parce que Sir Derek Jacobi est un acteur très connu, grand acteur shakespearien. C'est lui qui, en 2003, pour les 40 ans de la série, a joué le Maître dans Scream of the Shalka, avec un 9e Docteur alternatif joué par Richard E. Grant. Donc en fait, Derek Jacobi était déjà le Maître avant d'être celui de la série. Ensuite, on a eu John Sim, Michel Gomez et enfin Sacha Dhawan. Celui qui nous intéresse aujourd'hui est Roger Delgado. Il est beau, il est grand, il est fort, il sent bon. Et oui, c'est bien lui, c'est Billy. Bon, c'est un seigneur du temps, mais on n'en sait rien de l'incarnation qu'il joue. Tout ce qu'on sait finalement sur le passé du Maître dans la série, et qui n'est pas décrit par les caractéristiques précédemment citées, c'est que le Maître serait devenu ce qu'il est, fou, vers ses 8 ans environ, en regardant le vortex temporel directement dans le blanc des yeux, comme un bonhomme. Je rappelle que l'enfant qui interprète le Maître alors est William Hughes, ce qui nous donne en quelque sorte un interprète à la toute première incarnation du Maître, on suppose. William Hughes avait environ 10 ans quand est tourné l'épisode, puisqu'il est né en 1998, et il est malheureusement décédé il y a un peu plus de 2 ans quand on enregistre. Il avait 20 ans et s'est suicidé, ce qui est absolument terrible. Donc c'est sur cet hommage que je vais laisser la parole à Antartix pour les anecdotes, histoire de vous faire un peu patienter, avant que je vous parle d'histoire concernant le Maître qui se déroule de son point de vue avant Terror of the Outons. Antartix, la parole est à toi. Eh bien, merci l'aigle. Alors, pour cette petite partie anecdote, je les ai classées de la moins intéressante à la plus intéressante. Il y en a qui sont courtes, d'autres non. La toute première, qui m'a fait marrer lorsque j'ai lu les anecdotes de l'épisode, c'est une erreur de production. On peut voir dans le 3e épisode de Terror of the Outons, apparemment, l'intérieur du TARDIS du Docteur depuis l'extérieur. Alors que, comme on le sait, depuis 2 saisons, l'intérieur du TARDIS du Docteur, on l'a pas. Enfin, on le voit pas. Il n'existe pas. Oui. Ça dépend vraiment des moments en fait. Il y a des moments dans la série, en fait, l'intérieur ressemble à un intérieur de boîte bleue, et puis des fois ça ressemble à l'intérieur du TARDIS, c'est trop bizarre. Ouais, voilà, c'est bizarre à expliquer. Peut-être que c'est un truc. Enfin, ils avaient déjà construit le décor au cas où ça pourrait servir pour plus tard et que ils ont pas fait gaffe, ils l'ont enregistré. Je sais pas. Ça m'a fait sourire en tout cas. Là, c'est pas tellement une anecdote. Enfin, c'est pas tellement une erreur de production, mais ça revient un peu sur le casting de Nopaman, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs, il y a 2 acteurs en particulier qui n'ont pas été crédités dans cet épisode, et je me dis que c'est bien aussi de les citer pour leur rendre justice. Par exemple, il y a Bill McGurk qui jouait un policier normal, pas un policier automne, qui lui a enregistré des scènes, mais qui ont jamais été montrées, qui ont été coupées au montage. Je crois que c'est dans le 3e épisode.
Il y a une explication pour ça? Non, je pense que c'est un manque de D'accord. temps, comme on peut le voir. Je sais pas s'il y a une explication derrière, mais j'ai l'impression que ça se remarque souvent dans les classiques. Cette impression que parfois on passe d'une scène à une autre sans transition. Peut-être qu'il y a beaucoup de trucs qui sont coupés au montage, comme le rythme de la série était beaucoup plus soutenu à l'époque dans les années 70 que même par la suite dans les classiques ou aujourd'hui. Donc ça vient sans doute de là, je pense. Il y a aussi Terry Walsh, quant à lui, qui jouait un policier automne cette fois, qui était crédité, enfin qui jouait un policier automne, mais qui apparemment est pas crédité dans l'épisode dans lequel il apparaît. Comme ça me semblait un peu injuste d'avoir des acteurs qui sont dans l'épisode mais qui sont pas cités ou qui ont été coupés au montage, je me disais que c'était sympa de citer ça comme anecdote. Alors la troisième, elle me vient de Nopoman en particulier. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Je veux dire, je l'ai trouvé, on va dire. Ouais. Alors, disons que tu es mon maître sourcier. Ok. Et c'est quelque chose que je ne savais pas. Cathy Manning a toujours eu des problèmes de vue, et ça apparemment c'est de notoriété publique. Moi je l'ai appris il y a 2-3 jours. Et du coup, comme c'était son premier épisode, apparemment elle a pas prévenu si j'ai bien compris qu'elle avait des problèmes de vue. Et il y a un moment où elle court à travers champs avec John Pertwee, et à ce moment-là, elle s'est mangé un arbre. Elle s'est gaufrée, elle est tombée dans les pommes, elle est restée inconsciente un petit moment. Et du coup, suite à ça, après chaque scène de course Non, poursuite, mais c'est l'arbre qui l'a attaqué. l'arbre était automne lui aussi. Du coup, après ça, et pour chaque scène de course poursuite, à partir de ce moment-là, on pourra voir tout le temps John Pertwee lui tenir la main. Pour la guider, pour éviter qu'elle se casse la tronche, qu'elle se casse la figure comme c'est arrivé dans cet épisode. C'est marrant de se dire que c'est à cause de ça en fait. Ouais, Ouais, moi, je Oh, trouve- mais c'est trop parce que bien. quand on y pense, je pense à beaucoup d'épisodes qu'on n'a pas encore vus où on voit souvent Joe qui court en tenant la main du docteur. Bah apparemment ça vient de là. Et du coup, des années plus tard, on aura le 9e Docteur avec Rose, Ah mais oui, Run for Your Life. ce serait marrant que ça vienne de là. Non, mais c'est surtout que dans cet épisode-là, Joe, elle s'est cassé la cheville, quoi. Enfin, l'actrice s'est cassé la cheville en le jouant. Peut-être que c'est Ok. parce qu'elle s'est mangé l'arbre. Non, ouais, mais c'est une vraie blessure et c'est expliqué sur les DVD en D'accord. audio track. Ah. Mais elle a fait ça comment? Et c'est expliqué comment elle s'est pété Mais la en cheville? fait, dans la scène, à un moment, tu l'entends crier aïe quand elle tombe. Et, en fait, c'est un vrai aïe de douleur, quoi. C'est On vraiment la garde! Et Alors. parfait, allez, coupez. Celle-là, c'est une transition absolument parfaite. C'est la transition parfaite pour ma 4e anecdote. Alors que, en fait, au moment où t'as l'équipe qui filmait la suite de Joe et du Docteur, qui voulait échapper aux Otons, je crois que c'est au début du 3e épisode, il me semble. T'as l'un des cascadeurs qui jouait un des policiers Otons, qui était en haut d'une colline, qui s'est fait renverser par une voiture. Il a chuté de la colline Whitney. Et même si sa grève est spectaculaire, en fait, il a été capable de continuer à tourner de suite. Du coup, l'équipe de production s'est dit, c'est parfait, on la garde. Du coup, Non, mais c'est des on voit monstres un dans mec cette se série, faire il faut le blesser. savoir. Non, mais c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça que Joe Grant est assis pendant tous les épisodes 3 et 4. Hein. Ouais, non, mais peut-être que on revient à l'histoire des rushs et des conditions de tournage. Peut-être que parfois c'était suffisamment impressionnant et assez bénin au niveau de la blessure, enfin en apparence, pour qu'il continue à blesser, à tourner. Je trouve Mais que moi, ce qui m'étonne, c'est que, enfin, je sais pas si on parle de cette scène, parce que je sais qu'il y a une scène où on voit un mec qui dévale une pente en roulant, et moi, quand je l'ai vu, je fais waouh, ça c'est quand même super impressionnant. Donc ça se trouve, en Oui, fait, c'est un vraiment vrai que le mec, il s'est cascadeur. Je crois vraiment qu'on cassé parle la de gueule, ça, en fait. hein. Ouais, apparemment du coup, il s'est fait renverser et comme il a pu tourner de suite, les gars se sont dit on la garde, elle est bonne. Du coup, on voit quand c'est pas une cascade, quoi. On voit que c'est beaucoup plus impressionnant. Non, mais Ok. l'art se nourrit de la souffrance. Hein. Serais-tu en train de critiquer les scènes d'action de Doctor Who? Non, moi, tout ce que Mais je attends, dis, j'ai c'est que rien contre les carrières abandonnées. Hein. moi, ce que je dis, c'est que ce qu'il faudrait, c'est qu'on utilise des vraies armes à feu et pour qu'ils sentent vraiment le danger, quoi. Voilà. Je pense que c'est ça qu'il faut pour Doctor Who. Ouais, mais où est-ce que tu vas trouver une vraie arme automne? Oui, t'inquiète. Au musée Unit. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Faut suivre, il y a de la pub. Faut pas la passer, c'est important. Et du coup, pour la section anecdote, une fois n'est pas coutume, on va faire un petit featuring avec l'Aigle. Et je vais lui laisser la parole. L'Aigle, à toi.
Dans la catégorie, encore une anecdote de fou signée Alain Pomme-c'est-bon, qui est en train de devenir notre reporter de l'ombre. Cette fois-ci, il nous sert une anecdote assez incroyable parce qu'elle contient presque plusieurs anecdotes en elle-même, et elle a presque une portée assez sociétale et politique. C'est pour ça que tout à l'heure je te parlais de conservation, du Parti conservateur. Au passage, il faut savoir qu'il a aussi donné une anecdote concernant Doctor Who and the Silurians dans un commentaire Facebook. Donc on l'entend pas dans le podcast, mais à la limite, je pourrais y faire un copier-coller de son anecdote en commentaire YouTube si ça vous intéresse. Du Willycast 16, vous pourrez le retrouver. Enfin bref, l'anecdote d'Alain du jour. Il faut savoir que Terror of the Autons avait fait parler de lui dans le fandom en 1993 suite à un article d'un fan dans un fanzine Doctor Who, un certain Paul Cornell, qui disait que c'était nul, pour rester poli. C'est paru dans un fanzine de l'époque, celui-là avait pour initiale... franchement, je suis resté poli. Celui-là a pour initiale DWB, j'ai pas trouvé exactement le nom. Je crois que si je peux me permettre, c'est le Doctor Who Bulletin. Ah. Parce que c'est genre possible. pas, ouais. Mais la ligne éditoriale était très anti-John Nathan Turner. John Nathan Turner, c'était le producteur, donc un peu showrunner, comme on dirait aujourd'hui, de Doctor Who dans les années 80. Donc, et Paul Cornell s'était mis à surnommer Pertwee The Tory Doctor. Donc pour ceux qui ne savent pas, Tory au Royaume-Uni, c'est un surnom pour les membres du Parti conservateur. Sauf que pour des jeunes anti-Thatcher au début des années 90, puis je rappelle que Paul Cornell a 26 ans en 1993, c'est la pire insulte du monde. Du coup, ça a lancé un mouvement de réévaluation de la 3. Mais dans l'article, il est quand même très acerbe et sarcastique. Il dit notamment que les gens se souviennent de l'ère Pertwee comme très bien écrite grâce au bouquin de Malcolm Hulke et Terrence Dicks, dont on a déjà parlé dans les Wobbycasts, en disant qu'ils apportaient tous les deux beaucoup, Hulke en caractérisation et profondeur, et Dix dans les dialogues, les détails, les changements positifs. Il dit que la novélisation de Terror of the Autons est à des années-lumière de l'épisode en termes de qualité. Ça a été écrit par Terrence Dicks. Et c'est pas fini, parce que hop, deuxième partie d'anecdote, parce que voilà, c'est tellement vaste comme anecdote. Alors, est-ce que, oui, si je peux me permettre, il y a juste une question. Pourquoi on parle de Terror of the Autons en 93 ? Bah en fait c'est juste qu'il a posé un article pour juger... Genre 20 ans après, hein Oui, bah, Ok, bah d'accord. tu sais, Ok, d'accord. je veux dire, il y a quelques années on a bien parlé de Talons of Wing Chiang en disant que c'était raciste. On verra ça à l'époque. D'accord. On verra ça quand on y sera, mais ouais, tu sais, ça arrive, hein, c'est des réévaluations. Rendez-vous dans 5 ans. Et c'est pas fini parce que une femme du nom d'Elizabeth Sandifer, qui est une autrice et critique qui a énormément analysé l'histoire de Doctor Who et que notre ami Alain Pomme-c'est-bon suit beaucoup, s'est penchée sur cet article et s'est penchée sur le fondement de la critique, en fait. Déjà, Elizabeth Sandifer qualifie le fanzine dans lequel Paul Cornell a publié son article de dissident parce que c'était un fanzine qui avait une ligne éditoriale et un avis très minoritaire dans la communauté de fans pour l'époque. Et par contre, pour le coup, je peux vous lire un extrait de son analyse, puisque je me suis dit, bon, j'ai l'article complet de Paul Cornell, mais je n'allais pas vous le lire en entier, c'était pas forcément très intéressant. Mais là, par contre, je peux vous lire un extrait de son analyse. Donc, j'ouvre les guillemets. Le fond de l'objection de Cornell est ce dont on a parlé la semaine dernière avec Inferno. La manière dont la transformation du Docteur en celui de Pertwee a donné au personnage un égoïsme qu'il n'avait pas avant. Plus tard, Cornell identifie ça au parti conservateur récemment arrivé au pouvoir, et pour être tout à fait honnête, c'est assez logique. Toutefois, il faut faire attention parce que le Parti conservateur britannique peut créer une confusion avec celui des USA, qui s'attendrait à le voir réagir à peu près de la même manière que le sien, le Parti républicain. Ça n'a quasiment aucun sens, mais pas totalement non plus. Du coup, pourquoi le docteur de Pertwee est un Tory ? Eh bien, regardez-le. C'est pas seulement la veste smoking en velours et les fourritures, c'est aussi un esthète. Pour ceux qui savent pas, un esthète, c'est quelqu'un qui a le culte du beau, qui aime la beauté, mais c'est un mot assez péjoratif. Je reprends la citation. Mais des détails comme les lignes de dialogue que souligne Cornell, dans laquelle le docteur dit avec assurance et désinvolture comment les gentlemen ne parlent que d'argent, ou quand il attaque Joe qui a innocemment essayé de l'aider quand son labo était en feu, « You ham-fisted ban-venger ». Et alors là, je finis d'abord la citation, mais juste derrière, je conclus l'anecdote avec une parenthèse traduction pour cette ligne de dialogue, « ham-fisted ban-venger », parce qu'il y a encore à dire, parce que c'est quand même super intéressant. Donc je reviens à la citation. Ça vaut le coup de s'intéresser à la nature de cette attaque, You ham-fisted ban-venger, sur le fait qu'il s'attaque précisément sur son métier
perçu comme faisant partie de la classe ouvrière. C'est ça que Cornell trouve problématique. Et honnêtement, il a le droit. Il y a quelque chose d'assez inconfortable avec cette perpétuelle supériorité et suffisance du docteur dans cette ère. Violent quand même, hein? Oui. En parlant de la suffisance, il y a moi qui continue à travailler sur les épisodes du troisième Docteur en ce moment. Il y a un autre truc, mais je sais pas si c'est, enfin, je suis pas sûr que c'est la suffisance ou plutôt du contexte de l'époque. Mais il y a quand même pas mal de sexisme. En particulier une scène où Joe se fait bâillonner et le docteur dit ah bah finalement je pense que je vais vous laisser bâillonner parce que vous êtes comme c'est beaucoup plus calme quand vous êtes bâillonné. Ah oui, je me souviens pas de cette ligne de dialogue. Il dit ça? Non, mais Ouais. avoue que Joe est chiant, donc ça va. Non, mais Oh. en fait, c'est marrant parce que tu vois, justement, dans son article, Paul Cornell, justement, dit à la fin des années 60, le Doctor Who c'était féministe. Et là, d'un coup, ça s'est arrêté. Donc finalement, je pense que ça, oui, je pense que ça a trait, je pense que ça, c'est en corrélation avec le fait que le Doctor Who était devenu conservateur à l'époque, selon Paul Cornell. Après, comme Bon. il voulait imiter la formule de James Bond, ben ouais. Après, je Oui. ne sais pas si vous m'avez entendu dire, mais Paul Cornell aussi avait critiqué la figure du personnage grand, noir, silencieux. Il avait critiqué ça, il avait critiqué plein de choses. Hein. Dans son article, il y a vraiment plein de choses. J'ai vraiment pas tout développé parce que j'aurais pas le temps. Voilà. Et donc, du coup, Ok. autant que je passe à la suite. Vas-y. Donc, pour conclure, Concluons. donc l'analyse de Sandy Fair. Ça met un coup quand même, une anecdote pareille. Mais alors du coup, conclusion de l'anecdote, par rapport à la ligne de dialogue ham-fisted ban venda, pour ceux qui ne savent pas, ham-fisted, ça veut dire maladroit. J'avais mis ça dans ma traduction à la base, mais ban venda, je sais plus si on en avait parlé en coulisses de traduction, mais c'est littéralement quelqu'un qui vend des petits pains. En fait, le docteur l'insulte sur base d'un métier, un métier de classe moyenne, comme le disait Sandy Fair. Au moment de traduire, j'ai choisi d'enlever ça parce que je trouvais rien qui me convenait. Espèce de boulangère maladroite. Non, espèce de boulanger du dimanche, tu vois. Ah, Pas mal. Espèce de vendeuse de petits pains maladroite. En vrai, on aurait peut-être dû le faire parce que l'insulte du docteur reste tout de même aussi sophistiquée que la traduction. Mais vendeur du dimanche, peut-être, ou un truc du genre. Ouais, c'est ça, vendeur du dimanche, ça passe, boulanger du dimanche. Moi, Ouais. j'imagine que dans le contexte actuel, j'ai lu un article sur ça hier, je pense que caissière, ce serait une bonne traduction. C'est le genre Ah de oui. métier qui est méprisé. mais pour 2020, pas pour les années 70. Mais oui, je vois. Non, pour 2020, ouais. Ouais, ok. Je peux la tester tous les Ouais, jours, pour ça. 2020, tu peux mettre professeur, quoi, y a pas de souci. Mais il me semble qu'après les visionnages finaux, Nopoman avait voulu changer maladroite par empoté. Donc dans Ah bon notre traduction à nous que vous avez, on a espèce d'empoté. Voilà, on a juste ça. D'accord. Mais du coup, Antarctique, tu sans voulais... Attends, ban- excuse-moi, mais Antarctique, tu voulais intervenir, tu Oui. avais dit quelque Je chose? disais, oui, bah, moi qui bosse dans la grande distribution, comme ça, avec un job étudiant, je peux en attester tous les jours que, oui, c'est ça doit être Ok. le boulot le plus ingrat, en tout cas, parmi les plus connus, ça doit être l'un des boulots les plus ingrats, et ça collerait. C'est très méprisé. Alors, Avec le fameux pas le stupéfiant, plus si tu veux ingrat, définir mais comme celui avec le moins de reconnaissance sociale, en fait. Ça, totalement. Oh, il y en a Ouais, d'autres voilà. avec le moins de reconnaissance sociale. Hein. Tous les métiers de contact direct clientèle comme le service, c'est Ah oui, exactement oui. pareil. On est traité exactement comme les caissières de Tout à supermarché fait. ou Je les fais caissiers de l'accueil supermarché. aussi, c'est exactement la même chose. Oui, et on parle jamais du travail où on est vraiment très proche des gens. Le métier d'assassin au corps à corps. Franchement, Cette Voilà. transition parfaite. Sur cette blague que je vais faire la transition. Mais du coup, sans ban vanda, ça enlève totalement le mépris de classe de la ligne de dialogue d'origine. Alors, puisque si on garde juste espèce d'empoté, on enlève le mépris de classe. C'est pareil pour espèce de maladroite. Hein. Mais est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Bah, j'en sais rien. La question c'est, est-ce qu'on veut garder le sens entièrement ou est-ce qu'on veut gagner de la place dans la ligne de dialogue et garder une ligne de dialogue qui soit pas étrangement sophistiquée? Mais la question en termes de sens, la question se pose aussi. Quel sens appliquons-nous à cette ligne de dialogue? C'est quasiment un choix politique en fait. Considérons-nous que cette ligne de dialogue contient du mépris de classe? Si oui, on devrait rajouter dans nos sous-titres une partie qui traduit assez littéralement l'insulte, avec une insulte sur base d'un métier de classe moyenne. Sinon, si on ne considère pas, si on considère que l'analyse est vraiment personnelle à Cornell et Sandifer et qu'on ne la partage pas, on peut juste garder espèce d'empoté. Voilà. Moi, de mon point de vue,
attention, je pense qu'il faut pas... Enfin, le problème, c'est que si on rajoute si on veut se rapprocher de ce que veut dire le docteur, et qu'on rajoute cet aspect négatif, le jugement la personne qui va lire le sous-titre ne va pas se porter sur le docteur, mais va se porter sur les traducteurs. Ils vont dire, oh, les traducteurs, vous avez vu ce qu'ils ont mis? Ils ont mis leur point de vue dans... Tu vois? Et C'est exactement C'est ce très que vrai, j'ai ouais. pensé. En fait, je me suis dit qu'il y a un énorme paradoxe entre la traduction et c'est malheureusement pour ça, mais souvent les traductions sont parfois méprisées par des gens qui ne sont pas qui ne sont pas forcément experts et qui jugent en fait en disant ah, tu te rends compte, ils ont dit ça. Alors qu'en fait c'est beaucoup plus proche du sens et en fait c'est marrant parce que du coup il y a vraiment deux façons de faire. Il y a juste on garde espèce d'empoté et donc du coup ça sonne bien et donc on le garde et donc du coup ça ne choque personne. Soit on garde la traduction, c'est dans le sens, on garde le mépris de classe, mais ça peut se retourner contre la traduction. C'est vrai, c'est tout à fait un truc que je me suis dit. mais en l'occurrence, je pense qu'aussi le problème, c'est que la personne qui va regarder l'épisode part sur le principe que le docteur est un personnage, euh, comment dire, moral. C'est aussi le problème, c'est que si c'était un autre personnage, et qu'on aurait mis cette ligne de dialogue négative sur les caissières, par exemple, là, ce serait mieux passé. Alors que là, il s'attend à ce que le personnage soit C'est moral, tout à fait et ça. donc le jugement va tomber sur nous, et pas sur le Et docteur. finalement, c'est pour ça que Paul Cornell détruit Terror of the Autons, parce qu'il disait, mais il a un égoïsme qu'il n'avait pas avant. Enfin, ça, c'est l'analyse de Sandifer par rapport à sa critique. Il dit, voilà, il est devenu conservateur, il est devenu sexiste, il a un mépris de classe maintenant. Il y a le personnage du grand noir silencieux, la série n'est plus féministe. Voilà, bref. Du coup, c'est la fin de cette anecdote qui est quand même assez sophistiquée, qui contenait plusieurs anecdotes en elle-même. Désolé, hein, c'est pas comme un dossier, j'aurais aimé la développer encore plus parce qu'il y avait vraiment beaucoup à dire. J'ai essayé de la développer le moins possible, mais voilà, du coup, je redonne la parole à Antartix. Et moi, je redonne la parole à l'aigle. Donne la parole à l'aigle, évidemment. C'est un ping-pong. Ok, très bien. On est des Alors, professionnels, quoi. Y a pas T'as plus le droit de me la redonner, c'est fini. professionnalisme. Alors, on a un peu parlé de ce qu'on sait du passé du maître grâce à la série. On a un peu parlé du principe de Némésis. Partons maintenant dans du concret et du lourd. Les aventures du maître qui, de son point de vue, se déroulent avant Terror of the Autons. Pour savoir ce qu'il y a à chercher, il faut essayer de savoir où se situe l'incarnation de Roger Delgado. Et la réponse est on n'en sait rien. Selon deux théories tout autant alimentées les unes que les autres, le maître de Roger Delgado pourrait aussi bien être la 12e incarnation du maître, comme être la 13e. Alors c'est pas aujourd'hui que je partirai dans des explications, je le ferai plus tard, c'est donc pas aujourd'hui que j'expliquerai ma théorie de préférence, et que je sais est commune à celle d'Antartix. Ok, d'accord. Mais alors, tu peux peut-être répondre à la question plus simple. Pourquoi c'est important? C'est important parce que comme ça on sait ce qu'il y a avant. Mais du coup, 12e ou 13e, cela veut dire qu'il faut essayer de trouver un maître antérieur au 12e ou au 13e. Dans la série, aucun master n'est antérieur à lui, donc on peut aller Enfin, chercher... même, Oui. il faut en trouver 11 ou 12 même. C'est ça. Donc on peut aller chercher dans les paramédias, et il se trouve que la situation s'est un peu débloquée récemment. Laisse-moi deviner, est-ce que Margatis était impliqué? Alors, Non, pas du tout. non. Parce que lui, il joue un maître dans un univers parallèle, donc pas du tout. Il est pas là. C'est Je étonnant. vous Mais il avoue, existe. j'aurais aussi adoré pouvoir vous expliquer ma théorie que j'avais en début de saison 12 de la nouvelle série, comme quoi le maître de Sacha Dhawan était un maître antérieur, ce qui aurait été en bien des points plus cohérent par rapport à Missy, mais plusieurs éléments en saison 12 viennent contredire cela, et heureusement plusieurs autres éléments en saison 12 viennent peut-être sauver un peu le développement de Missy. En fait, on verra à l'avenir de la série. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Antartix, tu te calmes. Ouais, tu te calmes un peu Antartix, hein, parce que ça suffit. Il se trouve que très Calmez-vous, je parle de récemment, Margatis. depuis bientôt 3 ans, Dick Finish a sorti des coffrets qui s'appellent The First Doctor Adventures en full cast, qui ont la très bonne idée de reprendre le casting de An Adventure in Space and Time De pour Margatis. faire jouer de nouvelles aventures au premier docteur, avec donc Suzanne, Ian et Barbara, et le premier docteur qui lui est joué par David Bradley. Pour la... Juste une remarque, du coup, suite à la saison 12, c'était un très mauvais titre de coffret.
Si, parce que ça reste le premier Docteur. Avant, c'est les Morbius Incarnation. Après, avant, c'est les Timeless Children. Ouais, mais le First, c'est First pour First Doctor ou Alors First pour moi, il Adventures? s'appelle Docteur à partir du premier Oui, voilà. Docteur. Mais j'avais dit qu'on ne parlait pas de ça. Antarctique, tu te calmes. Je Oui, l'avais mais dit. oui, mais on partait en débat, je le sentais. Pour l'anecdote, en termes de production, on n'est pas du tout sur une inspiration de Twice Upon a Time, tout simplement parce que le cliffhanger de la fin de la saison 10 est arrivé quasiment en même temps que le trailer du premier First Doctor Adventures, ou alors ils en ont parlé en coulisses, mais c'est un peu étrange. Et donc, dans ces coffrets, on retrouve 2 histoires à chaque fois, une histoire de SF et une histoire historique, pour reprendre les gimmicks des aventures du premier Docteur, et la toute première aventure s'appelle The Destination Wars, même si techniquement chaque partie a un titre, et The Destination Wars est le titre de la 3e partie. On y fait la connaissance du Maître, interprété par James Dreyfus, qui n'est autre que la toute première incarnation du Maître. Une sorte de William Hughes, celui qui joue l'enfant master, mais plus vieux, avec un air d'environ 40-50 ans. On y voit notamment l'équipe originelle du TARDIS rencontrer le Maître. Le Maître utilisait ses talents d'hypnose, ou encore le Maître expliquait qu'il a choisi son nom quand il a commencé à perfectionner ses talents à l'académie, tandis que le Docteur pense que c'est le signe de ses ambitions et de son arrogance. Ce Maître apparaîtra plusieurs fois dans plusieurs gammes. 3 histoires dans 3 gammes différentes au total. Une nouvelle apparition avec le second Docteur, Ben, Polly et Jamie dans The Home Guard, le premier épisode des Early Adventures, qui est une histoire narrée. Dans cet épisode, on le voit utiliser pour la toute première fois de manière chronologique son Tissue Compressor Eliminator, qu'on le voit utiliser dans Terror of the Autons, mais qui n'est pas nommé de manière étrange. Je pensais qu'il était nommé. Une petite question, quand tu dis une histoire narrée, c'est-à-dire qu'en fait c'est genre, il n'y a pas C'est d'acteur une sorte de livre audio. Voilà, d'accord. Ouais. Et la dernière apparition de ce Maître date de février 2020, c'est très récent, dans le Main Run numéro 261, un épisode qui s'appelle Psychic Circus, un épisode avec le 7e Docteur. Psychic Circus, c'est du point de vue du 7e Docteur la suite d'un épisode qui s'appelle The Greatest Show in the Galaxy, mais qui est aussi une préquelle par rapport au Psychic Circus. Il faut savoir que les 2 épisodes ont été écrits par le même auteur, Stephen Wyatt. J'en dis pas trop, j'en reparlerai à ce moment-là. Promis. Je ne sais pas si tu en as parlé, mais il semblerait qu'il ait aussi enregistré 2-3 autres histoires qui sortiront peut-être un jour, dont une avec le 4e Docteur. Apparemment, ça a été enregistré en 2016 ou un truc du genre, à peu près en même temps que le premier Docteur. C'est très possible, mais donc du coup, c'est pas encore sorti. Mais le truc. Il a enregistré. James Dreyfus. James Dreyfus. On parle de James Dreyfus, la première incarnation du Maître. Ah, excuse-moi. Mais c'est très certainement la toute fin concernant les apparitions de James Dreyfus en Maître. Alors bon, il a très certainement fait déjà des audios d'avance que Big Finish va éviter de s'en séparer. En fait, il risque de ne plus enregistrer grand-chose pour Big Finish, surtout depuis qu'il a publié plusieurs tweets transphobes sans s'excuser. Okay. Et en les assumant aussi, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il les a assumés, en plus de ne pas s'excuser. Oui, il les assume totalement. Des gens ont donc décidé de le boycotter, et Big Finish a dû prendre parti, et depuis, plus de nouvelles de James Dreyfus. D'ailleurs, prochainement, en janvier 2021, pour les 50 ans du Maître, Big Finish sortira un coffret spécial qui s'appelle Masterful, qui fait revenir bon nombre de maîtres et pour la première fois en audio John Sim, mais surtout nous tease un jeune garçon qui se présente sous le nom du Maître, qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas l'incarnation, peut-être un premier Maître, une version un peu plus vieille que celle de William Hughes et un peu plus jeune que celle de James Dreyfus, ce qui officialiserait encore plus le fait que Big Finish n'engage plus James Dreyfus mais utilise toujours le premier Maître. Ceci bien sûr est à confirmer si le jeune garçon s'avère être le premier Maître. Donc en tout cas, dans Masterful, ce qui est certain, c'est que James Dreyfus est passé à la trappe. En fait, le nom de James Dreyfus, au début, en fait, il était crédité en première page, si tu veux, sur la première de couverture, avec tous les autres acteurs, par exemple pour les audios du 2e Docteur et du 7e Docteur. Et suite à la polémique, son nom a été retiré, il est juste derrière sur la 4e de couverture pour dire qu'il est dedans, qu'il joue le Maître, mais il a perdu son titre d'acteur principal, entre guillemets, pour apaiser le public de Big Finish, qui est assez diversifié et qui a totalement boycotté le bonhomme, sachant qu'il y a beaucoup d'acteurs, de fans et autres transgenres chez Doctor Who. Ah oui, d'accord.
Enfin, passons à la suite. En comics, qui raconterait directement le passé du maître, je n'ai pas trouvé grand-chose. Par contre, en roman, j'ai trouvé la trace de 2 écrits qui ne montrent non pas un maître précis, mais un maître d'une incarnation non précisée. La description: un corps à la peau pâle, des pommettes proéminentes, une barbiche noire bien taillée et des cheveux volumineux avec une ligne de cheveux sur le front en forme de V. Ça me dit quelque chose. Ouais, votre incarnation non définie ressemble quand même vachement à Delgado. Ça peut toujours se passer dans le passé de Terror of the Autons de son point de vue, donc vous pouvez retrouver cette incarnation non définie dans la nouvelle The Creation of Camelot, publiée dans le Doctor Who Annual 1984, avec le 5e Docteur, dans laquelle il prend la place de Merlin quand l'ancien décède, et dans The Radio Waves, les ondes radio, comme quoi il a un truc avec les ondes radio, c'est un truc de fou. C'est moderne. Une autre nouvelle, c'est aussi dans le Doctor Who Annual 1986, avec le 6e Docteur, dans lequel il y a cette fois-ci un plan assez simple pour devenir le maître des îles britanniques. Un plan qui ressemble d'ailleurs un peu à celui du maître de John Cena dans la saison 3. C'est là-dessus que je vous laisse et que je redonne la parole à Nopoman pour qu'il lance le débat. Et je sais pas de que tu vas parler dans un des futurs, mais là on parle bien de la version pré-Delgado, donc peut-être que ça s'insère ici. Il me semblait, alors peut-être que c'est post-Delgado, je ne sais pas, que le docteur, quand il était plus jeune, faisait partie d'une sorte de groupe de Time Lord, dont a fait partie le moine. Oui. Il y avait genre 5 ou 6 personnes. Il y avait la Rani, il y avait le War Chief. En fait, le truc avec ça, c'est que c'est quelque chose qui fait surtout partie du lore des livres. Je l'ai pas dit parce qu'il me semblait qu'on l'avait déjà dit, et aussi parce que dans le dossier, j'avais dit qu'ils étaient amis d'enfance. Donc du coup, ça me semblait un peu de la redondance. Mais oui, effectivement, t'as raison. Genre, ok, voilà. bon, ça va. Je suis pas fou. Non, de toute façon, c'est comme les idoles, tout ça, c'est pas canon. Qui lui dit? Comment? Qui lui dit? Allez, du coup, on va parler un peu de cet épisode. Et comme nous avons un invité aujourd'hui, nous allons commencer par notre invité qui va nous expliquer pourquoi c'est un mauvais / bon épisode. Merci beaucoup. Eh bien, c'est un mauvais / bon épisode. Non, pour moi, c'est un bon épisode. C'est une bonne introduction au Master. C'est une bonne introduction pour la nouvelle compagne qui est Joe Grant. Et ce que je suis un peu déçu, c'est de passer directement de Lee Shaw à Joe Grant parce que j'avais quand même un attachement très profond pour Lee Shaw, qu'on ne voit qu'une saison, malheureusement. Et voir cette nouvelle compagne arriver, enfin assistante, dirons-nous, arriver et voir oh là là, j'ai un diplôme en sciences, mais j'ai pas dit que je l'avais obtenu. Enfin, oui, c'est elle a un diplôme en cryptographie. Tu vois, les diplômes de cryptographie, tu l'obtiens pas comme ça. Je veux dire, la cryptographie, c'est pas une science de base, hein, c'est un truc... Bah, tu sais, il y a des permis de conduire que tu peux avoir en 10 heures, hein. Oui. Non mais moi, je veux dire, c'est une compagne qui me fait énormément rire. Voilà, le retour des Autons est assez intéressant aussi dans ce qu'on avait pu voir avant avec Spirit from Space, et aussi le côté où il y a une vraie utilité encore du plastique plus poussée avec justement ce siège qui étouffe. Moi, j'ai beaucoup aimé cette scène, elle me fait mourir de rire. Ben voilà, et puis le fait de découvrir un autre Time Lord, voilà. Et le fait que les Time Lords aussi agissent sur les faits du docteur en venant leur informer que le maître va arriver. Enfin, c'est aussi toute une histoire où les Time Lords sont un peu fourbes avec le docteur aussi. Ouais, mais là, ils l'ont bien aidé quand même. Attention, docteur, la porte est piégée. Merci. Ils l'ont bien aidé, genre, allez, débrouillez-vous. Non, mais, c'est exactement ça. C'est, bon, attention, il y a le maître qui est là, faites attention à vous. Disons qu'ils n'ont pas fait se régénérer. Non. Non, mais ils auraient pu revenir plusieurs fois, tu sais. Attention, docteur, le maître a fait un piège ici, n'y allez pas. Et là, ils arrivent en ce moment-là. Moi, ce qui me choque, c'est surtout le bon docteur, il y a le maître qui est arrivé, voilà, donc occupez-vous-en. Oui, et puis ouais, c'est ça, mais c'est exactement ça. Et un renégat de votre société, en fait. Non, mais c'est super important. Vous allez quand même m'aider et vous allez quand même, vous allez quand même être, vous allez quand même m'assister dans l'enquête. Oh, faut que j'y aille, j'ai piscine. Par contre, il y a une bombe à côté. Non, mais c'est super important de rappeler avant de partir que le maître t'a battu en examen de cosmologie. Allez, salut. Il y a ça aussi.
Non, mais c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé dans son ensemble. Après, moi, l'ère Pertwee, c'est une ère que j'apprécie énormément. Donc, je suis peut-être pas très objectif dans ce que je dis, mais j'ai pris J'ai le plaisir même à le problème revoir que en toi. tout cas. C'est bien d'avoir un contre-avis parce que je pense qu'on est plus sur un avis négatif sur Pertwee en général Oui, je ici. pense, donc, ouais, on est assez. Alors moi, pas du tout. Bon, bah au moins c'est bien. Ah Avec bon Antarctic et Formagate, C'est on un de a mes docteurs contre-avis, préférés, clairement, Pertwee. Alors, c'est pas un docteur que j'apprécie, mais j'adore son air. J'adore la Unit Family, donc... je suis beaucoup trop fan de Yates, de Benton, de Brigadier, pour ne pas aimer cette ère-là. Par contre, le docteur, j'avoue que je m'en fous un peu du troisième docteur en tant que tel. Ah, mais- J'ai aucun sentiment négatif envers lui, hein, mais... Oui, t'es neutre quoi. C'est ça, complètement. Mais moi, Ok. je trouve que il a quand même ce côté attachant d'un dandy qui veut prendre soin des gens qui sont autour de lui, tout en restant avec le caractère du docteur. Et justement, dans cette ère-là, il y a aussi le côté où il est quand même, au début de son ère, il est quand même isolé sur Terre, à ne plus pouvoir partir parce que les Time Lords Enfin. lui ont volé l'idée de s'enfuir avec le Tardis. Donc il y a aussi ce côté où moi aussi j'aime beaucoup ce côté où il est sur Terre avec Unit et tout. J'ai trouvé que c'était très très intéressant de développer ce côté-là du docteur, et du coup j'ai l'impression que cette ère-là a humanisé le docteur plus que ce qu'il avait été dans ses ères précédentes. Oui, je pense. Moi, mon analyse sur la personnalité du docteur qui évolue avec le temps, c'est que c'est une période vraiment transitoire, charnière, où le docteur s'est vraiment humanisé en fait. Il y a même peu de docteurs, je trouve, qui sont aussi humains que le troisième, hein, par rapport à des incarnations suivantes. Même qui Ouais, mais mais c'est-à-dire que celles c'est qui sont... vraiment un point où après ça change et c'est toujours différent. Ah oui, après. c'est le Genre, pivot, plus jamais c'est la comme même chose. C'est comme Troughton qui avait totalement révolutionné le docteur quand il est arrivé et Mm. qui a inspiré beaucoup de ses successeurs. Ok, Mm, avant mm, qu'on se lance dans un classement des Ouais. docteurs, Margatis. Margatis, quelle serait donc ta note pour cet épisode sur 10? Alors, Pas de demi-point. aucun épisode n'est parfait dans Doctor Who, mais je lui mettrais 9 parce que pour moi, Oh c'est un épisode très divertissant, et moi je m'ennuie jamais devant cet épisode. Donc, Ouais, là, sache que D'accord. t'as tué Nopoman. Hein. Nopoman Non, est en c'est pas- PLS, je l'ai entendu là. Je risque de donner le Je même l'ai- avis, donc no Oi, comment, oi, oi, prépare-toi. oi, oi, oi. Quand tu sais que moi, quand j'ai donné des 10 sur 10 à des épisodes, il était pas content. Mais alors, Diabolible Snowman, 10 sur 10. Non, mais Mais ça 10 reste un sur 10, chef-d'œuvre, ça hein, vaut j'ai toujours pas Ophir. vu mieux. Hein. ah, The Bon. Abominable Snowman, moi aussi je lui mettrais 19 ou 10, ouais. Ok, on va faire gaffe avec qui on invite la prochaine fois. Bon, du coup, je note ton 9. Du coup, l'O3. Quel est ton avis sur l'épisode? Plus, moins note? Alors, j'ai vraiment détesté le revoir, en fait. J'avais adoré le voir la première Non, fois. vraiment Ouais, j'ai vraiment adoré Ok. le voir à l'époque. La première fois que je l'ai vu, j'ai vraiment adoré. Mais parce que quand j'étais petit, moi, chez moi, il y avait des fleurs en plastique. Donc, Donc tu te sentis concerné par cet épisode? non, ma mère avait des bouquets de fleurs entiers en plastique. Oui. Et non, mais vraiment, genre, T'as compris pourquoi elle était décédée en 1971? Moi, ce qui m'a fait peur quand t'as commencé, dans le futur, j'espère que non. je me suis dit que t'allais dire, j'avais chez moi quand j'étais petit des gros bonhommes avec des têtes immenses en plastique. Ah, Non, mais et du coup, Il y avait je un mec trouve- qui ressemblait un peu à Roger Delgado chez moi. Chez moi. Cette idée m'a fasciné quand j'ai vu la première fois ces fleurs tueuses. Je me suis dit, putain, c'est trop génial, quoi. Ils font ça dans la réalité, le maître il gagne d'office. Personne n'a aucune chance, quoi. Et donc, le plan était, pour une fois, j'ai trouvé ça sensé. Et c'est très rare de trouver le plan d'un méchant sensé dans Doctor Who. Mais du maître surtout. Mais oui, on va. Ouais, revenir. mais après, tu vois, le problème, c'est qu'il y a l'opposition totale où le mec, il met son Tardis en caravane sans clé. Ça, Oui. est-ce qu'on peut m'expliquer le concept? Non. Ok, tu mets ton Tardis en caravane, pourquoi pas? Mais tu ne le fermes pas à clé. Tout le monde rentre dedans en permanence. Ça, franchement, tout de suite, ça m'a fait perdre des points. Mais, Oui, je pense que il est trop confiant. Et puis Benton qui fait du chocolat chaud pendant qu'il est enfermé dans le... Voilà, ça, moi j'adore le chocolat chaud et cette chaise elle m'a touché, quoi. Chocolat chaud celle-là, fait ce en sera la plastique. citation du podcast. Ça mérite un point. Ah oui, attends, non, moi je mets 2 points pour la scène du chocolat. Parce que franchement, D'accord. être enfermé dans un labo scientifique et se dire je vais utiliser le bec Bunsen pour faire du chocolat chaud. Donc toi, t'es faut y enfermé dans penser, un labo quoi, tu vois. avec Joe Grant. Et ce que tu penses, c'est faisons un chocolat chaud. Ok.
Ben, c'est une gamine, hein, n'oubliez pas qu'elle a moins de 20 ans, donc... Ouais, elle a plus de 18 quand même, non? Ouais, non, elle doit avoir 18 dans la série, je pense. Ok. Donc Benton, Bref. il est avec un enfant, Nous il fait avons du sur chocolat une, chaud. sur une C'est pente logique, ça se glissante. tient. Ok. Après, bon, t'as les automnes qui reviennent, et c'est vraiment une tentative ratée. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, quoi, enfin, la fin, comme je le disais dans mon résumé, où t'as le docteur qui dit au maître, mais tu te rends compte que s'ils arrivent, ils vont te casser la gueule? Ah, ouais. Bon, ok. je vais pas faire ça. Donc c'est un peu dommage, mais c'était un peu trop facile comme résolution, en fait. Mais un très bon épisode quand même, parce que j'en garde extrêmement de très très bons souvenirs dans mon premier visionnage. D'accord. Donc, quelle note alors? 7. Oh, ok. Ok. Ça va encore. C'est noté. Ouais, attends, première apparition du maître, première caravane en Tardis. Bah, large. Ouais. Large. Chocolat chaud, fleur en plastique, excuse-moi. Enfin, là, on est quand même sur du grand Mais- docteur Mais ou tu sais, blague à part, rien que pour les faire en plastique, c'est déjà 4 points, rien que pour ça, parce que le plan est... D'accord, ok, très bien. Et personne n'a parlé du fameux cliffhanger d'épisode 3. Oh, t'as pas le droit, t'as pas lu mes notes. D'accord, j'ai pas vu tes notes encore. Ok, bah du coup, en parlant de toi, Antartix. Vas-y. Ok. Alors, du coup, je vais partir sur les positifs. Je trouve que c'est très bien rythmé comme épisode. Il y en a 4, enfin c'est en 4 parties et je me suis pas ennuyé une seule fois, même si c'est un épisode que j'ai beaucoup revu, comme j'ai bossé dessus, forcément. Je trouve qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer et c'est aussi dû à l'introduction de beaucoup de personnages qui composent la Unit Family et que, comme certains ici, j'adore. Pour moi, c'est vraiment l'attrait principal de l'ère de Pertwee. Et... Tu veux dire que tu adores des gens ou comme des gens ici que tu adores ou comme des gens ici qui adorent Unit? Comme des gens ici qui adorent la Unit Family. D'accord, juste ça, ok. Pour Représente- préciser qu'on a pas à croire que tu adores des gens qui sont ici. Ok, vas-y. Vas-y, tu peux C'est continuer. vrai. Alors, par exemple, Yates, je le trouve attachant de suite. En fait, quand il arrive, on a l'impression qu'il a toujours été là. Oui, Peut-être c'est petit vrai. manque de transition, je le dis, vis-à-vis de ça. Joe, c'est un personnage que j'adore. Je sais que tu partages pas nécessairement cet avis, mais c'est une Moi campagne que j'adore voir évoluer. J'ai aucun souci avec l'acting de Cathy Manning non plus. Non. Évoluer, je suis d'accord. d'accord avec toi. Elle évolue Moi, j'ai un super petit bien. problème Le avec son problème, acting, c'est que quand dans même, ce mais- premier épisode, elle est construite en opposition totale à Licho, c'est-à-dire faut la rendre la plus stupide possible. Et Non, c'est abusé, non, quoi. non, elle est très intelligente, elle a beaucoup de compétences, elle est assez sportive. Non, si tu prends son run en entier, oui. Si tu prends que cet épisode-là, Bah, elle se libère de menottes. Non, elle fait des trucs. Elle Ouais, un peu ouvre gourde un quand même. coffre. Hein. Oui, non, mais Dans même. cet Bah oui, épisode-là. elle prend il y a des une intelligence initiatives nucléaire, déjà. il y a une intelligence, non, mais là, elle est hypnotisée, si je me souviens bien, quand elle ouvre le coffre. Ouais, Cela oui, dit, mais elle en prend a quand même des conscience d'être, initiatives. Hein. Elle a aussi conscience d'avoir beaucoup de défauts. Ce qui la rend assez attachante, je trouve. Oui, ça je suis d'accord. J'accepte. Le Tu peux rester. master aussi, là, Delgado, il est juste impérial dans le rôle, je trouve. Mhm. Il y a très peu de futures incarnations qui l'ont égalé, je trouve. Je ne suis pas il parti est dans pas une liste. magistral, il est impérial. Je sais pas quoi dire, donc je vais passer sans Rien. transition au point suivant. Non, Delgado, je le trouve vraiment extra dans le rôle super charismatique. Et il fait un excellent contrepoint à Pertwee, que je trouve aussi très charismatique. Quand ils sont ensemble, ils font des étincelles, à mon avis. Par contre, du côté des points négatifs, je crois qu'on l'a cité, mais le fait que Liz soit partie sans prévenir et qu'on le découvre sans transition, Ouais. en mode elle est partie en vacances dans le monde du hors-champ pour toujours. Il y a vraiment que moi que ça dérange pas parce que j'aime un peu Je trouve ça assez malheureux parce que j'adore Liz et je trouve qu'elle a beaucoup de potentiel inexploité malheureusement. Mm. Ça me devenait dérange bien pas vers la non fin. plus, parce qu'il y a quand même... il y a des mois et des mois entre le Inferno et cet épisode, donc en soi... Il faut Après- savoir que le personnage a été supprimé parce que l'actrice était enceinte. Ouais, puis Liz était aussi peut-être, à ce stade de la série, je crois que c'était la compagne la plus compétente et la plus différente des compagnes, même si c'est plus une Ouais. collègue de travail pour le docteur qu'une compagne, Mais c'est pour à ça que je proprement l'adorais. parler. Ça vient peut-être de là, c'est traits de caractère peut-être C'est plus vrai. forts que d'autres. Hein. En fait, le truc, c'est que vraiment qu'elle était enceinte et donc du coup, ils se sont dit on peut pas la réengager. Oui, ce serait marrant qu'elle soit Oui, ça, enceinte je peux. de sa fille qui jouera plus tard son rôle en recast comme on en a déjà parlé, je crois, dans Enfin, Inferno. de Geoffrey Beavers, en tout cas, je pense que c'est à peu près Ouais. sûr. Du côté des cliffs un peu bêtes, je voulais aussi parler de celui du 3e épisode. Alors, c'est un cliff que j'aime beaucoup et qui en même temps me fait grincer des dents parce que Tu Pertwee peux le a des redéfinir expressions faciales Tu peux le- absolument hilarantes.
Ah, tu parles Rappelle-moi de- le tu- cliff. Je parle du cliff où il se fait étrangler par un fil. Oui, par le fil téléphonique. Ok. Ah, ah. C'est très idiot et en même temps, Pertwee me fait beaucoup rire. Comme il Il a en fait tendance des à tonnes, beaucoup hein. cligner des yeux, à beaucoup les écarquiller. Oui, non, mais il louche. C'est la même tête qu'il a fait quand il se faisait attraper par les Ouais, par les c'est un côté un tentacules peu du. répétitif. Cela mais dit, Ouais. c'est le rattrapé pire, par la c'est blague quand même- du... Quand même Qu'est-ce la qu'il y a blague du brigadier derrière, quoi. La C'est blague du exactement brigadier ce qui que dit j'allais dire, désolé j'ai d'avoir l'impression coupé d'avoir un la sous-titrage conversation. par-dessus. La blague du brigadier qui dit qu'il y a un problème de connexion ensuite, avec son côté pince sans rire, que Nicholas Courtney maîtrisait à la perfection, je trouve que c'est très drôle. Mais en même temps, le côté répétitif fait que c'est aussi un point négatif à mon avis. Et moi, quand je parlais du cliffhanger, je pensais pas à ce cliffhanger-là, je pensais au cliffhanger qui est considéré Du par policier. certaines personnes comme le meilleur cliffhanger de la série. Lequel? Oui, le policier se retourne et en fait le policier est un Outons. Ah En fait, oui, ils sont dans oui. une voiture d'Outons et en fait ça a été jugé par certains. C'est très anglais, ça, magazines comme cliff. étant, C'est-à-dire quoi, ça Ah, C'est quoi ce racisme? rien C'est dire. très anglais comme cliff. T'as beaucoup, en général, t'as beaucoup de cliffs comme ça dans Doctor Who, je trouve, où tu as des révélations comme ça, en mode pain, 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 et d'un Pour un coup, cliff, t'as c'est un peu l'épisode le qui concept, finit. ouais. Et autre point négatif, ce sera le dernier que j'ai à citer, je trouve que, ça c'est plutôt une critique de l'air, je trouve que Unit est souvent super crédule et très stupide. Genre on laisse rentrer n'importe qui dans les locaux, par exemple. Ouais, il lui demande quand même son pass au moins 5 ou 6 fois. Hein. On tire aussi par balle sur tout ce qui bouge, même si on sait à ce stade de la série que ça sert à rien de tirer et qu'on gaspille juste des munitions. Oui. Mais Oui, c'est mais le ça gouvernement qui permet paye. de laisser le docteur s'enfuir. Tu vois. Il faut pas que le Mais ça docteur aille plus vite que les extraterrestres, il faut juste qu'il aille plus vite que l'abruti qui tire dessus. Tu vois, c'est... Mais ça permet surtout un autre truc qui est super important, c'est que ça permet de faire des scènes d'action qu'on n'a pas besoin de sous-titrer. Oui, ça c'est des moments de repos assez agréables quand Voilà. on travaille. Qu'est-ce qu'il y a comme course-poursuite dans cette saison, dans ces séries Oui. Ouais, il y a celle où Joe se mange un arbre par exemple. Et Ouais, mais là, l'arbre a gagné. Hein. je vais conclure sur ma note. Je trouve que c'est un début de saison très solide. Tout a l'air maîtrisé. Enfin, je trouve que à ce stade de l'ère, ils ont vraiment est l'air en maîtrisé. confiance. Enfin, l'équipe de production a vraiment l'air en confiance et je trouve que c'est vraiment, l'air de Pertwee est très solide du début à la fin pour moi, même si elle va crescendo et t'as pas l'impression d'avoir des épisodes faibles ou alors ils savent pas où ils vont, ce qui peut être le cas dans d'autres aires, je trouve. Moi, je lui mets un bon 8 sur 10 à l'épisode. Ok, 8 sur 10. Si on est au-dessus d'Enemy of the World, je me barre. Non, par contre, Je pense pas que j'ai des doutes. Enemy of the World, lui, je lui aurais mis 10 en rétrospective Ouais, d'accord, si j'avais mais, participé. Vu qu'on est parti avec la moyenne, là, on est facilement dans le top 3 de tous les épisodes qu'on a vus pour l'instant. Bah, si tu mets 4 sur 10, il y a moyen que ça redescende. Mais je vais peut-être essayer de revoir ma note du coup. Ah oui, Bon. d'accord. Non, oui. très sincèrement, J'ai- je pense que tu n'as pas à t'inquiéter pour Emile Devon. Ok, d'accord. Bon, alors vas-y, en parlant de toi, l'aigle, quel est ton avis? Le maître est incroyable. Certainement le meilleur méchant à ce stade de la série. Je me demande du coup s'il n'est pas encore imbattu à ce jour. C'est une introduction parfaite pour lui. On a quasiment toutes ses caractéristiques en un épisode, ses origines, ses rapports frère-ennemi avec le docteur, ses compétences comme l'hypnose, sa personnalité. J'y reviendrai un peu plus tard. C'est aussi ce que j'entends quand je parle de confiance vis-à-vis de ça, par exemple. Le docteur commence à se dégager une personnalité sympa, malgré son ham-fisted Bainvander. Le compagnon est enfin aventurière, Joe est incroyable, elle a des tonnes de compétences pratiques, ce qui lui fait une intelligence pratique, et c'est une aventurière, elle au moins. L'histoire est plutôt cool, et c'est un bon retour des Outons, même si on les voit pas beaucoup, en vrai ils sont très secondaires. Le brigadier, toujours au top. La première apparition de Michael, c'est le retour toujours aussi sensationnel de Benton. Le plan du maître, bon, il est bancal, c'est vrai, voire suicidaire. Mais c'est quelque chose que je pardonne. Pour moi, c'est une force de l'épisode, parce que c'est pas le plan le plus bancal que l'on verra du maître, mais c'est surtout que c'est assumé par l'épisode. Ça en est la résolution, en fait. Bien sûr, on aurait pu avoir un plan bancal avec des personnages qui sont tous terrifiés par le fait que le plan est imbattable, ce qui rendrait l'épisode assez absurde, mais c'est pas le cas. Les personnages s'en rendent compte, et ça fait partie de la résolution. En plus de ça, ça commence déjà à décrire l'une des toutes premières caractéristiques du maître, un mec à tendance suicidaire, mais capable de tout pour survivre. C'est la première contradiction du maître. Le mec est un survivant, il survit à tout, il trouve toujours un moyen de s'en sortir, mais il a une sacrée tendance à l'autodestruction.
le maître de John Sim refuse de se régénérer pour faire perdre le docteur. Il tue également Missy, vraisemblablement sans possibilité de régénération. Et Missy provoque la régénération du maître de John Sim. Le maître de Derek Jacobi est quand même sacrément à l'aise à l'idée de menacer quelqu'un qui a un flingue dans la main. Et bon, et je pourrais citer plein d'autres choses, mais le problème c'est que je ne peux pas raconter la suite de la série. Et vous avez déjà le topo. Si je devais donner des défauts, je dirais qu'il utilise parfois des clichés un peu nuls, surtout avec le regard de 2020. J'ai l'impression que la série a un peu perdu en féminisme et est devenue un peu plus paternaliste. C'est déjà quelque chose que je me disais avant de lire la critique de Paul Cornell. Et franchement, ça me déçoit un peu. Les Autons ne sont pas forcément aussi effrayants que dans leur premier épisode. Et enfin, bon, après c'est le b.a.-ba dans l'épisode de Doctor Who, mais là pour le coup, il y a vraiment des effets spéciaux moches. J'ai surtout en tête le plan des mannequins dans le vide. En fait, c'est du CSO, je crois que ça s'appelle, et c'est vraiment, ça se voit vraiment que c'est des fonds dégueux. Mais du coup, je lui donne quand même la note de 8 sur 10. Ok. Nopo, tu lui mets 10 ? Comment? Tu lui mets 10 toi aussi ? Pour qu'on soit dans une bonne moyenne ? Moi, justement, je mets 10, non. Oui, toi. Moi, je vais être un peu plus court qu'en d'habitude. En ce qui concerne les points forts, c'est en effet une introduction parfaite du maître. Je n'ai rien à redire sur Delgado qui est très bon. Je cherche un adjectif que je n'avais pas dit, mais je n'en ai pas. Un très bon. Magistral. Non, on l'avait déjà fait. Des effets Il a spéciaux une sont un peu... maestria dans j'ai l'organisation compris. de ses plans. Comment? Il a une maestria dans l'organisation de ses plans. Ah, merci, très bien vu. Très bien. Il est des effets spéciaux. Je trouve que certains effets spéciaux, en particulier du moment où le policier se retourne, c'est assez creepy, ça fonctionne assez bien. Puis les grosses têtes, mine de rien, l'espèce de petite statuette qui bouge, ça reste bon. On voit les effets spéciaux, mais ça fait comme son petit effet, mine de rien, pour moi, quand on veut y croire. Je trouve que le retour des Autons est efficace et inventif, c'est-à-dire que vraiment il pousse le bouchon encore plus loin, notre cher Maurice du début, et non, franchement c'est pas mal. Par contre, et là pour moi c'est un défaut qu'on va retrouver plus tard, c'est que je comprends rien, alors peut-être que c'est moi, hein, mais je comprends rien au plan du maître. Le plan du maître, c'est j'arrive, je fous le boxon, et puis je me rends compte qu'en fait mon plan c'est de la merde, et du coup docteur aidez-moi, et c'est le pattern de C'est le maître, hein. Voilà. Oh non, le master s'est enfui. Ah non, c'est docteur, est-ce que Et après tu il se peux barre. inverser la Ah, priorité, je vous ai s'il te bien plaît eu. Non, bah ton plan il était pourri dès le départ, tu t'es planté, tu t'es barré. T'as pas gagné, Coco. Donc voilà, c'est un peu ça. Même maintenant, je comprends toujours pas. Je comprends pas son plan. Du coup, pour moi, c'est encore. Globalement, en fait, c'est surtout ça qui fait qu'un épisode de Doctor Who passe ou passe pas pour moi, c'est quand je comprends pas le plan du méchant et que du coup tout s'effondre. Et c'est malheureusement dans la saison avec le troisième Docteur, ça arrive un peu trop fréquemment où je comprends pas où ils veulent m'emmener, quoi. Et c'est aussi lié au fait que dans cet épisode-là, on a beaucoup trop d'intrigues secondaires qui, selon moi, qui du coup, on sait plus du tout où ça va. Alors il y a la statuette, il y a le pourquoi ça, il y a cette histoire-là, il y a l'histoire des les fleurs Hager, c'est relié à ça, mais après, moi l'épisode, je l'ai vu il y a peut-être un mois et finalement, je sais plus trop c'est quoi, je pourrais pas raconter l'histoire en fait. C'est trop, pour moi, c'est trop fou. Il y a trop de trucs qui se passent et qui sont à mon avis, l'histoire de la bombe. En fait, je me dis, mais quand on a pensé à la bombe, je me dis, mais en quoi c'est lié à l'histoire en fait, à l'intrigue principale, ça a pas trop de sens. Enfin, tout ça pour moi, c'est fait que l'épisode est un peu trop flou et je ne lui mets que 7 sur 10 pour cette raison. C'est quand même un bon épisode, l'introduction du maître, etc. Mais une histoire qui pour moi n'a ni queue ni tête. Et donc du coup, ça nous fait une moyenne de 7,8 sur 10. Donc ne t'inquiète pas, Nopaman, il est très loin d'être dans le top 3. Sache que Enemy of the World a 8,5 et n'est même pas dans le top 3. Ok, ouf. Il est dans le top 4. Ok, mais il y a Web of Fear dans le top 3 ? Mais il le mérite. Non. Ah bah si. Bon. Ah bah si, il le mérite. Du coup, en termes de... On va pas évidemment pas faire un classement pour cette saison-là, puisque c'est le premier épisode, mais pour l'ère du troisième Docteur. Pour l'ère du troisième Docteur, alors j'ai pas tellement créé de... Bon, je peux faire ça à visu. Inferno doit être hein, premier, donc, je crois. Ouais, il y a que 4 épisodes. Bah, il y a 5 plus. épisodes, quoi. Donc, du coup, en fait, le tout dernier, ce serait Doctor Who and the Silurians. Ensuite, on aurait Spirits from Space, qui a moins de notes que les autres, donc du coup, il a un petit désavantage quand même. Ok. Ensuite, on a The Ambassadors of Death, juste derrière quand même. Ensuite, on a Terror of the Autons, et enfin,
meilleur épisode de l'ère de 3, on a Inferno, Qui a quelle note? qui a 9 Inferno sur 10. Ah Donc oui, ça se tient. c'est pas mal. C'est parce que The Demons n'est pas encore Ouais, passé. alors Day Demon, je le trouve un peu surfait. Je préfère Inferno quand même. Alors, pas de spoiler, parce que moi je n'ai pas encore vu. Donc, Je ne dirai rien, mais voilà. Donc tu reviendras Alors, pour Digimon pour en parler. juste avant qu'on conclue, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Est-ce que Formaguette, tu as une pub? Une pub, quelque chose, une actualité, quelque chose que tu veux partager? Ouais, alors juste avant, je tenais à dire que, toujours par rapport à l'épisode et à Elton Pope, qui est un personnage qui apparaît dans l'épisode Linda, Love and Monsters en anglais, j'avais lu quelque chose il y a longtemps, hein, parce que j'avais étudié le personnage, et j'avais lu que RTD avait écrit que le personnage d'Elton Pope, sa mère, aurait été tuée durant Terror of the Autons, en fait, qu'elle aurait été Je me tuée... demande si je l'avais pas dit à l'époque de Spiral from Space. Ouais, Ça se effectivement, peut. je l'ai lu aussi. Mais ouais, et du coup, voilà, je tenais juste à faire Merci à pour mettre le cette petit remarque. point là, mais de rien. Et puis oui, vous pouvez me retrouver sur YouTube. Je suis l'animateur du podcast de la Gallifrey Academy, où on parle principalement de Doctor Who et de son univers étendu. Donc tout ce qui touche, pareil, les audios, les comics, les spin-offs, voilà. Et puis on rigole beaucoup, voilà. Et puis vous pouvez retrouver l'O3 aussi, qui participe à la Gallifrey Academy. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Je vois que monsieur mange à tous les râteliers. On m'appelle le rat des égouts des podcasts, si tu veux. Les autres, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non. Alors, moi, juste une chose, c'est que pour faire mon résumé, j'ai été rechercher la critique que j'avais écrite de l'épisode en 2011, du coup. Et j'ai été la retrouver sur un vieux forum de Doctor Who de l'époque. Pas Brigand, mais c'était God Save the Queen. Et ouais, je les remercie. C'était vraiment un chouette moment à l'époque. Ok, D'accord. Donc c'est très grâce bien. à eux que j'ai écrit mon résumé. et- Merci à eux alors. Allez, on conclut. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Discord, Facebook. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez des pouces bleus, mettez la cloche, des étoiles sur iTunes et des commentaires, et vous permettrez peut-être au maître de revenir. Qui sait? On se retrouve pour le prochain épisode du Oublicast, et en attendant, n'oubliez pas. I am usually referred to as the Master. Oh, is that so? Universally.